Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tales from the Dice, votre émission autour du jeu de rôle, d'anecdotes et de réflexions autour de ce hobby. Depuis quelques années, et l'explosion des plateformes de streaming comme Twitch par exemple, et surtout le succès outre-Atlantique de certaines émissions de jeux de rôle, le live and play, comme on l'appelle, a pris une place prépondérante dans la pratique du jeu de rôle. Le principe du live and play est très simple, il s'agit de prendre une table de jeu de rôle et de filmer le joueur et le maître du jeu pendant leur partie. Ce phénomène a permis à de nombreux nouveaux joueurs de s'intéresser à cette pratique, mais également de relancer l'intérêt de vieux de la vieille qui avaient peut-être un peu laissé tomber ce hobby. Qu'on aime ou non ce genre d'émission, force est de constater que le live and play a permis d'apporter un coup de projecteur, même un coup de fouet à la pratique du jeu de rôle. Mais dans tous les cas, la question se pose de savoir si, oui ou non, le live and play a un véritable intérêt pour la pratique traditionnelle du jeu de rôle autour d'une table. Est-ce qu'il nous permet d'améliorer notre hobby ou au contraire apporte un certain nombre de nouvelles problématiques? C'est ce à quoi nous allons répondre aujourd'hui. Comme je l'expliquais en introduction, le live and play consiste à filmer une partie de jeu de rôle. Là où les différents contenus vont souvent se différencier, c'est dans la manière dont elles sont retransmises. Certains vont privilégier le direct, préférant du coup la partie live justement de ce genre d'émission, tandis que d'autres vont préférer plutôt une approche à rebours, avec une émission plus montée, plus carrée et plus travaillée. Si j'ai pour ma part commencé le jeu de rôle bien avant l'explosion des live and play, il n'empêche que l'arrivée de ce phénomène a relancé un intérêt pour moi pour cette pratique, et notamment en fait la diffusion de la grosse émission francophone de l'époque tout du moins, qui était le jeu de rôle Aventure, l'émission du joueur du grenier. Très vite, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres émissions de jeux de rôle francophones, notamment celles proposées par la chaîne Globtopus, qui faisait de la fiction et orientait plutôt leurs émissions autour de Cthulhu, dans une émission très posée et très orientée vers l'ambiance et la narration. Puis je suis passé plutôt aux émissions dites live, diffusées sur Twitch, notamment Donjons et Jambons et Tales of P, mais aussi Game of Roll animé par Fibre Tigre, avant d'arrêter mon choix final sur le visionnage de l'émission la plus importante en termes d'audience et à mon point de vue la plus professionnelle et la plus carrée, qui est l'équivalent américain Critical Role. Critical Role? Critical Role? Ouais, la prononciation, on repassera. And welcome to tonight's episode of Critical Role, where a bunch of us nerdy-ass voice actors sit around and play Dungeons and Dragons. We play Dungeons and Dragons! Or that. We also do that, I guess. It's the same embarrassment you feel about us, the way we're feeling about you now. The fuck was that? Toujours est-il qu'après avoir visionné autant d'émissions de jeux de rôle, j'ai commencé à constater que les joueurs, les maîtres du jeu, mais aussi moi-même, commençaient un peu à piquer ou à imiter certains comportements de ces émissions autour de la table lors d'un jeu de rôle classique. Si la plupart des emprunts faits à ces émissions sont plutôt bénins lorsqu'on joue autour d'une table, il n'empêche que cette tendance à imiter ce que l'on voit dans une émission sur YouTube ou sur Twitch, autour d'une table lorsque l'on joue avec ses amis ou des inconnus, eh bien cela peut apporter un certain nombre de problèmes. Le premier et le principal à mon avis étant que ces émissions de jeux de rôle et le jeu de rôle autour d'une table obéissent à des logiques totalement différentes. À mes yeux, la différence fondamentale qui existe entre ces deux pratiques est que le live and play est un divertissement avant tout, là où le jeu de rôle sur table est une interaction sociale. Le live and play obéit à des logiques de show et de narration audiovisuelle, où l'idée est de capter l'attention du spectateur afin qu'il suive l'intégralité du stream ou de la vidéo, et qu'il y trouve justement qu'il en soit contenté en termes de narration, de fun, de divertissement et ce genre de choses. A l'inverse, le jeu de rôle, lui, n'a pas du tout cet objectif. Il est là avant tout pour réunir des gens autour d'une pratique, raconter une histoire ensemble et interagir de manière sociale comme l'est un simple jeu de société. Ainsi, capter l'attention de l'audience dans un live and play ne va pas demander les mêmes choses que capter l'intérêt d'un joueur autour d'une table. Là où les émissions de jeux de rôle obéissent à une logique passive, où on est spectateur, et l'intérêt justement qu'on va porter à ce genre de contenu va dépendre de la qualité des intervenants et de la narration qui est faite sur ce média. A l'inverse, le jeu de rôle lui obéit à une logique active ou interactive, où l'intérêt des différents participants va passer justement par le fait qu'on va leur donner des choses à faire, des choix à établir. Fais ton choix, l'araignée, et tu verras comment un héros est récompensé. Bouffon, ne fais pas ça!
Nous sommes ce que nous choisissons d'être. Fais ton choix. À mes yeux, c'est ce qui peut poser problème lorsque certains joueurs ou certains maîtres de jeu empruntent un peu trop aux émissions live and play. Dans ce cas-là, on a plutôt tendance à jouer au jeu de rôle comme un acteur ou un entertainer, plutôt que comme un véritable joueur. On est là vraiment pour faire le show, pour amuser la galerie, pour essayer de faire des choses un peu plus complexes et qui, aux yeux justement d'un spectateur extérieur, seraient intéressantes, alors même que dans un jeu de rôle classique, vous n'avez pas de spectateurs externes. Les spectateurs qui sont déjà présents sont vos amis autour de la table et potentiellement le maître de jeu également. Et ce sont avec ces personnes avant tout que vous devez interagir de manière, on va dire, construite et efficace. Hélas, pauvre Yorick. Je le connaissais bien, Horatio. L'un des autres soucis justement apportés par le live and play, c'est qu'il a tendance à montrer une certaine image, unique et quelque peu trop, je dirais, améliorative de la manière de jouer au jeu de rôle. En général, les personnes qui participent à ce genre de show sont des professionnels soit issus du milieu ludique, soit des acteurs ou des gens qui ont l'habitude de travailler dans l'audiovisuel et donc de montrer quelque peu leur image et d'être intéressant, si je puis dire, à regarder et à jouer. Alors après, je ne sais pas pour vous, mais je pense que la majorité des joueurs ne sont pas des comédiens ou des ludologues professionnels, bien au contraire, mais sont un peu des monsieur tout le monde, qui n'ont pas forcément des compétences dramatiques extrêmement développées. Ce qui fait que de nombreux joueurs, qui ont découvert le jeu de rôle via ces émissions et qui font leur première partie, sont souvent déçus du côté non spectaculaire, moins rythmé et peut-être moins intéressant d'une certaine manière qu'ils ont pu découvrir ou voir justement dans ces fameuses émissions. Autre souci, ces émissions peuvent apporter une certaine forme de pression pour les maîtres de jeu, qui voient des gens qui sont capables justement de capter l'attention de l'audimat et des gens qui les regardent, et qui vont se dire « mince, moi en tant que maître de jeu, il faut que je sois aussi bon que cette personne-là », oubliant que ce sont justement des professionnels, et que c'est quelque peu leur rôle de faire d'avoir ce genre de compétences. C'est pour ça qu'à mon goût, il faut vraiment relativiser les émissions de live and play, et bien savoir faire le distinguo entre ce que l'on voit, ce qui semble être le mieux dans ces émissions, et la pratique du jeu de rôle en elle-même autour d'une table qui est très différente et qui obéit, comme je l'ai dit, à une logique plus d'interaction sociale, où l'intérêt avant tout est que chacun passe un bon moment, s'amuse autour de la table, avant de faire un show ou une histoire de qualité. Ah c'est bien, on s'amuse hein, super jeu vidéo. Je citerai un très bon ami à moi, avec qui j'ai beaucoup pratiqué le jeu de rôle. Il s'appelle Eugène, vous avez déjà pu le voir sur la chaîne puisqu'il interprète le personnage de Gustave dans notre jeu de rôle Warhammer. Et à propos du live and play, voici à peu près ce qu'il m'en disait. Pour lui, les émissions de jeux de rôle live and play peuvent être les meilleures du monde, les mieux produites, les mieux écrites, les mieux animées. Il n'empêche que ce genre d'émission crée plutôt une sorte de frustration chez lui, dans le sens où il préfère jouer, interagir et faire du jeu de rôle, plutôt que d'être simplement spectateur et le regarder. Pour conclure, j'aimerais quand même revenir sur certains points positifs que le live and play donne à notre pratique du jeu de rôle. Tout d'abord, la plupart des astuces de mise en scène ou de narration qui sont mises en place dans ces émissions peuvent également être utilisées justement autour d'une table dans un jeu de rôle classique pour améliorer justement l'histoire, mais aussi l'implication des joueurs. L'utilisation de sons, de musique d'ambiance, l'usage de décors et d'accessoires, le fait d'avoir des costumes, tout ça peut aider justement à impliquer davantage vos joueurs et à rendre vos sessions de jeu plus mémorables. Le fait également de penser sa session de jeu comme un film ou une série où il faut relever toujours l'intérêt de ses joueurs ou de ses spectateurs, peut aussi être un élément intéressant pour mieux rythmer vos parties et penser un peu différemment la manière dont vous construisez vos scénarios. Enfin, point positif le plus important à mes yeux du live and play, c'est qu'il permet à nous autres joueurs ou maîtres du jeu normaux d'avoir accès à toute une palette, toute une variété de manières différentes de jouer, d'interpréter le jeu de rôle ou de masteriser des sessions de jeu. Il permet de comparer, de voir ce que l'on n'aime pas dans une partie, au contraire ce qu'on apprécie, ou certaines choses dont on aimerait s'inspirer pour améliorer nos propres parties. En un mot, commençant, le live and play permet d'avoir un regard sur l'infinité des manières de pratiquer le jeu de rôle et de s'en inspirer ou non dans sa propre pratique. Cet épisode de Tales from the Dice est désormais terminé. Merci de l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour être sûr de ne pas manquer nos prochaines vidéos. J'en profite également pour vous informer qu'il y aura un petit break dans nos diffusions sur cette chaîne. En effet, je vais déménager très prochainement et
non pas m'expatrier, mais plutôt me Enfin bref, je fais un retour au pays, je fais un retour en France qui va me prendre un peu de temps. Du coup, forcément, les diffusions de vidéos vont être un peu ralenties sur cette chaîne. C'est pourquoi je vous invite très fortement justement à vous abonner et à mettre la cloche pour être sûr de ne pas manquer nos prochaines sorties. Sachant qu'annonce importante, au mois de novembre, nous allons relancer la diffusion de notre propre live play, notre propre émission de jeu de rôle, Décompte Warhammer. N'hésitez pas à lâcher des pouces si l'émission vous a plu, mais aussi à nous faire part en commentaire de vos retours sur cette émission en elle-même, mais aussi sur le live and play de manière générale, sur le jeu de rôle et la relation qui existe entre notre pratique du jeu de rôle et ces émissions de jeu de rôle, ce que vous en pensez. Enfin, dernière chose, si vous souhaitez réellement nous soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous aux personnes qui seraient potentiellement intéressées, c'est la meilleure manière de nous aider. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous et à la prochaine.